Je reviens encore sur les propos du professeur Pougala à titre pédagogique. Parce que la sortie du professeur Pougala, mine de rien, c'est une sortie qui nous amène à vraiment réfléchir. C'est un cas d'école qui m'amène ici à vous expliquer les différentes contingences que nous traversons. J'ai coutume à vous dire que l'agriculture, c'est un milieu qui est simpliste comme ça, mais en même temps tellement complexe. Que c'est un milieu vers lequel la plupart d'entre nous, on regarde ça de très loin, en se disant que c'est un milieu qui est sale, qui est crade. Or, c'est un secteur, voilà, pour des personnes qui n'ont pas fait des études. Ce sont nos grands-parents et nos grandes-mères. On va cultiver là-bas avec la houe. C'est arriéré, c'est archaïque. Mais vous oubliez que c'est un milieu en même temps qui est du vivant. C'est un milieu qui foisonne de vie. C'est un univers qu'on est encore à nos balbutiements, qu'on n'a même pas encore commencé à explorer. Je vous parle ici des fois de la Terre, de toutes les études scientifiques. Quelle est la science qui peut aujourd'hui nous dire qu'on a déjà exploré la Terre? Quelle est la science qui peut nous dire qu'on a déjà exploré les êtres vivants qui sont dans la Terre et sur la Terre? Ce que j'appelle la microfaune. Donc c'est une science, c'est un univers aujourd'hui qui est complexe. Donc pourquoi je te dis ça? C'est un univers en même temps qui nous donne vie. On a besoin de manger, c'est-à-dire que pour vivre. Et c'est un univers en même temps où il y a énormément de conflits d'intérêts économiques. C'est un univers sur lequel voilà, on se doit d'avoir notre souveraineté alimentaire, souveraineté sur le plan alimentaire. Parce que sans, si on n'est pas souverain sur le plan alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On devient dépendant des autres et on a asservi. C'est un milieu dans lequel aussi où la science intervient. Donc je dis ça pourquoi, que j'appuie mes propos, pourquoi? Parce que si on ne s'intéresse pas à la science, si on pense qu'aller cultiver, c'est juste creuser le sol, mettre sa patate, mettre son macabo, mettre son manioc, et on met les mains au ciel, on attend que la pluie tombe, et que derrière, c'est d'autres qui viennent faire la science et commencer à interpréter la science à leur guise, on est mal barré. Et si derrière ça, les personnes sont mal intentionnées, ont plutôt d'autres agendas derrière, vous voyez qu'on peut nous faire avaler n'importe quoi. Le professeur Pougala, pour toi peut-être qu'il n'est pas au courant, il a fait une sortie où il disait comme que le manioc c'est un poison, que le manioc est toxique. En disant que le manioc c'est un poison, il a dit que le manioc contient du cyanure. Là-dedans, en disant que c'est un poison, tu vois que c'est un choc. C'est brutal. Mais ça remet en question, c'est-à-dire que tes habitudes alimentaires. Tu vas commencer à te questionner que mais, depuis ta naissance, tu manges un poison. Et si c'est un poison, le poison t'aurait déjà tué. Donc quand il dit cyanure, on devrait se questionner que mais, le cyanure c'est un poison. Mais quelle est la dose de cyanure? Mais derrière, il embraye comme quoi que c'est les Blancs qui ont apporté le manioc en Afrique. Ils ont apporté une culture qui ne mange pas. Parce que ça contient le poison. Et que cette culture ne produit que 1 à 2 tonnes hectare. Alors que le blé produit 14 tonnes hectare. Tu vois, jusque-là, c'est tellement confus. Et il a pu comme quoi c'est l'OMS qui a affiché ces études-là. Derrière, toute personne bien constituée peut se poser la question que, comment on peut dire que le manioc c'est un poison? Comment on peut dire que le manioc rend bête? Ces études sont appuyées sur quoi? Quelle est la couche de population sur laquelle on a fait les études? Est-ce que cette couche de population n'a mangé uniquement le manioc? Alors qu'on connaît la multitude de variétés sur le plan alimentaire que nous avons. Et il n'y a pas que le manioc chez nous. Il y a le macabo, il y a le taro, il y a la banane plantain, il y a l'igname, il y a le sorgho, il y a le mil, il y a la patate, il y a le maïs. En termes de légumes, feuilles, c'est varié. En termes de maraîchage, c'est varié. En termes de protéines animales, c'est varié. Quelle est la science qui peut déceler que c'est uniquement le manioc? C'est là où le questionnement doit commencer. Mais il va encore plus loin en disant que les Blancs, c'est-à-dire qu'on ont importé les pommes de terre, le manioc, le haricot, le maïs en Amérique du Sud. Plus précisément, c'est-à-dire quoi? Du côté de la Bolivie, c'est les Mayas. Mais eux, ils n'ont que gardé
les pommes de terre, le maïs et le haricot, et ils nous ont fourgué, c'est-à-dire que le manioc est un poison. Ils nous ont fourgué le manioc aussi qui ne produit pas l'état. C'est là où je dis non, ce n'est pas honnête de sa part. Qu'est-ce que M. Pougala cache comme agenda derrière? Pourquoi il vient incriminer le manioc? Alors que le manioc aujourd'hui, c'est l'une des racines sur la famille des tubercules qui nous sort de la dépendance des céréales. Tu sais que nous sommes dépendants, c'est-à-dire de la farine de blé. Tu n'as pas échappé que lors de la crise sanitaire, nous sommes allés en Russie demander qu'on nous fournisse le blé. Et pour te dire que des pays qui sont là à lutter pour leur souveraineté alimentaire, c'est un danger, dépendre des gens. Donc mes propos, c'est de venir te dire, j'ai fait des vidéos comme ça, je t'ai étayé ça. C'est de te dire, pourquoi est-ce que M. Pougala ne nous a pas dit que la pomme de terre aussi c'est un poison? Est-ce que c'est peut-être parce que M. Pougala ne sait pas? Mais c'est ce que je vais devoir dire ici. Donc je vais te demander de rester jusqu'au bout de cette vidéo, afin que je puisse te partager les informations que M. Pougala a cachées, peut-être parce qu'il ne sait pas aussi, hein, on doit se le dire, hein. Il est peut-être un professeur, mais il ne sait pas tout. Sûrement sur le domaine agronomique, il ne maîtrise pas. Il ne peut pas tout savoir. Des fois aussi, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas. Mais est-ce que derrière, c'est parce qu'il voulait uniquement incriminer le manioc et cacher les choses? C'est ça la pomme de terre. La pomme de terre fait partie de la famille des Solanacées. J'ai déjà fait des vidéos sur la pomme de terre ici. Je t'ai parlé des Solanacées. La famille des Solanacées, c'est quoi? C'est la pomme de terre, le piment, la tomate, le poivron. Donc, notre bien, c'est-à-dire que ce nom-là, Solanacée, la pomme de terre que tu vois là aussi, contient du poison. Oui, si je dis ça aussi comme ça, c'est brutal, non? Alors que la pomme de terre, c'est le troisième aliment le plus consommé au monde. La pomme de terre, tu as le riz, le blé, vient la pomme de terre. Ici en Occident, une personne consomme par an 42 kilos. Mais si moi aussi je te dis comme ça de façon brutale, que la pomme de terre c'est un poison, que la pomme de terre est toxique. Mais c'est vrai, hein? C'est la science qui le dit. La pomme de terre, si tu la consommes, c'est-à-dire que les feuilles dégagent une molécule appelée, c'est-à-dire que la solanine. Appelée de la solanine, les feuilles, les tiges et même les tubercules. Donc la pomme de terre, tu dois peut-être savoir, nos mamans, nos grands-mères ont toujours dit la pomme de terre, il faut faire attention. Lorsque tu vois la peau verte, lorsque la peau commence à devenir verte, il ne faut pas la consommer. Donc c'est cette molécule qui se dégage, la solanine. Lorsque tu dis que la pomme de terre commence à germer, il ne faut pas la consommer, elle commence à dégager un certain taux de solanine. Tu vois, la pomme de terre, il ne faut pas l'exposer à la lumière. C'est pour ça que tu entends te dire qu'il ne faut pas exposer la pomme de terre à la lumière. Parce que lorsque tu l'exposes à la lumière, ça commence à verdir, ça dégage de la solanine. La pomme de terre, il faut la récolter à maturité. Donc tu vois que lorsqu'on va nous demander donc, de produire de façon intensive, de façon industrielle, l'industrie aujourd'hui, on demande aux agriculteurs de récolter les cultures à l'état immature. Parce que le temps de faire la chaîne de froid, le temps que ça arrive sur les étalages, il faut que la pomme de terre soit encore tendre, il faut que ce soit encore... Donc tu vois, c'est l'industrie, la production industrielle qui nous fait manger des cultures, tu vois, toxiques. Sans compter ça, tu vois, la solanine, c'est une molécule que la pomme de terre sécrète de façon naturelle. Imagine donc maintenant les insecticides qu'on pompe, l'engrais chimique qu'on met, les fongicides qu'on met pour que les champignons n'attaquent pas. Tu imagines dans le cocktail Molotov. Tout ça, c'est toxique. Le poivron aussi, que ça fait partie des solanacées. Donc le poivron aussi, c'est-à-dire que sécrète de la solanine. La tomate aussi sécrète de la solanine. Pourquoi? Tu as déjà vu aussi, c'est-à-dire que dans les jardins ou les serres ou les champs de tomates, tu as des tomates qui arrivées à maturité, sont vertes.
Tu as des tomates qui sont arrivées à maturité, sont vertes. Donc cette tomate-là, c'est de la solanine, c'est amer, c'est des tomates amères. Il ne faut pas manger ça. Des tomates arrivées à maturité sont jaunes. Tu vois, ça rouge comme ça, c'est de la chimie. Parce que la tomate en temps normal, elle n'est pas rouge comme ça vive. Tu vois que c'est des graines déjà sélectionnées, c'est des graines améliorées qui donnent donc cette tomate rouge comme ça. Pour pouvoir donc permettre à la tomate de pouvoir être dure, tendre comme ça, qu'est-ce que les sémenciers font? Les sémenciers vont donc prélever dans les champs les pollens des tomates qui sont arrivées à maturité, mais qui n'ont pas mûri, qui sont vertes, vont prendre le pollen, vont venir mélanger au pollen des tomates qui sont arrivées à maturité. Tu vois, c'est comme ça qu'on contamine les tomates. Donc même ces tomates mûres comme ça, rouges comme ça qu'on mange, ça contient les toxines. C'est pour ça que je t'ai dit que tous les fruits contiennent les toxines. Donc tu vois, lorsqu'on va prendre la toxine de la tomate qui est dure, mais qui n'est pas mûre, on vient mélanger avec le pollen de la tomate qui est mûre. Mais comme en temps normal, la tomate mûre, elle fait quoi? Elle explose ou elle tombe. Comme on va produire de façon industrielle pour faire du profit, et comme aujourd'hui on produit des tomates de plus en plus, donc quand on produit une tomate par exemple en Espagne, pour qu'elle soit consommée en France, il faut faire ça. Quand on produit une tomate au Maroc, pour qu'elle soit consommée en Europe, il faut donc faire cette technique-là pour rallonger la durée de vie de la tomate. C'est comme ça qu'on contamine les tomates. Tu vois, on va prendre une tomate, le pollen d'une tomate verte qui contient de la solanine. On vient mélanger avec le pollen d'une tomate normale parce qu'on veut avoir au finish une tomate comme ça, dure, mûre, qui va pouvoir faire un long trajet. C'est comme ça qu'on consomme le poison. Pourquoi M. Pougola ne dit pas ça? Donc ce que je dis, tu peux te dire qu'aller faire tes recherches. Je vais prendre le temps un peu de lire, tu vois. Tu vas juste faire tes recherches. Tu tapes la pomme de terre contient-elle des toxines? La pomme de terre est-elle toxique? Tu as la réponse. La pomme de terre est-elle toxique? Tu as la réponse. Mais maintenant, le problème, c'est quel est le degré de toxicité? Quel est le degré de solanine dans la pomme de terre? C'est là où c'est encore important. Donc, je vais te lire ça. Le degré de toxicité, c'est ça qui est important. Dans le manioc, on va te dire le manioc contient du cyanure, oui. Mais quel est le degré le taux de cyanure? On peut te dire sur 1 kg de manioc, il y a 5 mg de cyanure. Pour 1 kg de manioc, je vais dire cru, consommé, hein. Mais de toi à moi, qui peut consommer 1 kg de manioc cru? Déjà, en temps normal, on ne consomme pas le manioc cru. Même quand on est en plantation, c'est un bout de manioc comme ça qu'on croque, on mange pour étancher un peu la faim. Et chez nous, en Afrique, je vous ai dit, il y a plusieurs variétés de manioc. Hein. Le manioc consommable, il y a le manioc consommable et il y a le manioc destiné à l'industrie, à l'industrie. Tu as le manioc amer et le manioc sucré. Les paysans savent détecter ça par la feuille, par la couleur même de la tubercule. On sait détecter le manioc amer et le manioc sucré. Donc maintenant, c'est la quantité de cyanure. Le manioc bouilli, cuit, zéro cyanure. Le manioc, c'est-à-dire que trempé, transformé, c'est-à-dire qu'en chicon, en bobolamion, dans mitumba, en farine panifiable, zéro, c'est-à-dire que danger. Le manioc est riche en fibres. Là, je sais que c'est des bourratifs, c'est riche en fibres, c'est riche en vitamine A, vitamine C, vitamine B. C'est un antioxydant hors pair. Donc, lisons, c'est-à-dire que ce qu'on dit ici, ça aussi, vous pouvez faire ces recherches-là de votre côté. La pomme de terre, c'est-à-dire qu'elle est incontournable que dans nos assiettes purées. Qu'est-ce qu'on fait avec la pomme de terre? On fait des purées maison, gratins, fondants, frites, tu vois, croustillante. La pomme de terre croustillante, elle est partout, c'est-à-dire que pour cause, c'est le troisième aliment, c'est-à-dire que le plus consommé, c'est-à-dire que dans le monde, après le riz et le blé. En France, on en mange en moyenne 42 kg par personne et par an.
sous toutes ses formes, tu vois. Mais aussi, voilà, mais aussi rassurante soit-elle, la patate cache un potentiel tel que danger méconnu. Voilà. La patate cache un potentiel danger méconnu, car selon que la manière dont voilà, on la conserve ou on la prépare, elle peut que devenir toxique et non, ce n'est pas un mythe. Donc, selon la manière dont on la conserve ou on la prépare, elle peut devenir toxique. Ce n'est pas un mythe. La pomme de terre, c'est là, c'est des écrits, c'est scientifique. Voilà. Une patate peut être toxique. Voilà. Une patate peut être toxique. On lit, hein. Je suis en train de lire. Hein. Ben, je peux vous montrer. Je suis en train de lire. Hein. Vous pouvez faire la même chose. Je suis en train de lire. Donc ce n'est pas un truc inventé. Donc la présence, la réponse est oui. La pomme de terre peut être toxique. La réponse est oui. Dans certains cas précis, le coupable est une molécule appelée solanine. Solanine, tu vois, la molécule telle que toxique, c'est la solanine. Donc ça fait partie de la famille des solanacées. Naturellement, telle que présente dans les pommes de terre. Elle devient toxique à haute dose. C'est une substance. Cette substance peut provoquer que des nausées, des vomissements, des maux de tête et même que des troubles neurologiques si elle est consommée à grande quantité. Je répète encore ici, cette substance-là, elle devient à haute dose, cette substance provoque des nausées, des vomissements, des maux de tête et même des troubles neurologiques si elle est consommée à grande quantité. On dit toujours si elle est consommée à grande quantité. Pourquoi le professeur Pogala ne dit pas ça? La dose maximale autorisée dans la pomme de terre est fixée à 20 mg pour 100 g. Et attention, la solanine résiste à la cuisson. Autrement dit, faire bouillir ou frire vos pâtes, faites bouillir vos patates, ne la faites pas disparaître. Faites bouillir vos patates, ne la faites pas disparaître. Vous voyez? Que même faire bouillir la pomme de terre ne fait pas disparaître la solanine. Donc, c'est pour vous dire comment la solanine est coriace. C'est heureusement, selon que heureusement, selon le centre antipoison, les cas de toxicité, d'intoxication grave restent rares. Le corps réagit souvent vite et provoque les vomissements ou les symptômes digestifs dans les 2 à 20 heures suivant l'ingestion. Donc, vous voyez que la solanine, c'est un poison même qui est résistant. Comparativement au cyanure où lorsqu'on a cuit, ça disparaît. Lorsqu'on a transformé, ça disparaît. Mais la solanine, la solanine reste dans la pomme de terre, même quand c'est bouilli, même quand c'est frit. Mais ce qui est encore bien, c'est quoi? On a dit c'est la quantité qu'on consomme. Et c'est le corps est tellement bien fait aussi. La nature est tellement bien faite. L'univers qui est là, appelle Dieu, appelle Allah, a tellement bien fait notre organisme. Notre organisme, tel que c'est réagi par rapport à ça. Lorsque ça rentre là et que ce n'est pas bon, dans les 2 heures ou les 20 heures qui suivent, tu vas vomir ça. Tu vas faire sortir. C'est encore l'organisme qui vient nous préserver. Donc, ici, c'est la quantité. Donc, tu vois donc que même la pomme de terre, c'est un poison. Les Blancs, n'ont pas ramené la pomme de terre en Afrique parce que c'était un poison. Les Blancs ont ramené les Blancs n'ont pas ramené le manioc en Afrique parce que c'était un poison, parce que ça ne produisait pas beaucoup. C'est parce que, comme je vous ai expliqué ici, c'est parce que le manioc ne se produit pas. Le manioc, je vais dire, ne s'adapte pas sur les sols occidentaux parce que les sols sont tempérés, il fait froid ici, il y a des vents violents, c'est-à-dire qu'à l'angle de plus de 250 km/h, et il y a aussi les inondations, les sols s'inondent ici lorsqu'il pleut. Et que c'est parce que le manioc, c'est une culture de long cycle. Le manioc va sur 12 mois, alors que les solanacées, la tomate, c'est 3 mois.
Les pommes de terre, c'est 3 mois. Tout ça, les poivrons, c'est 3 mois. Donc, ça a le temps de s'adapter ici, là. Et la pomme de terre produit, c'est 30 à 40 tonnes. Tu vois que c'est une tubercule qu'ils ont importée, telle que du Mexique, de l'Amérique du Sud, et ils consomment ça ici sur toutes les sauces. Frites, comme on a dit, frites, gratin, farine, chips, etc., etc. Donc, quand ils ramènent, le professeur Bogala dit qu'ils ont ramené le manioc à Haïti. Haïti, oui, Haïti, c'est le même climat. Climat tropical aussi, le manioc s'adapte là-bas. Et comprendre maintenant que maintenant, nous sommes sur la partie économique. J'ai fait exprès de dire que la pomme de terre, c'est le troisième aliment le plus consommé. Après le riz, le blé, c'est la pomme de terre. Le riz se produit où? Le blé se produit où? Donc tu vois que maintenant, quand on commence à parler de business, chacun doit contrôler son précaré. Les Occidentaux ici, c'est-à-dire excellent sur le blé. L'Asie excelle sur le riz. Vous pensez que si le manioc s'adaptait très bien sur leur terroir ici, là, ils seraient en train de produire le manioc. Tout comme ils ont produit la pomme de terre. Mais maintenant qu'ils ont habitué leurs agriculteurs à produire les pommes de terre, à produire le blé, c'est normal qu'ils défendent les précarés. Nous, aujourd'hui, que le manioc, c'est-à-dire que ça s'adapte bien sur notre terroir. On produit le manioc à outrance. Le Nigeria est le premier pays producteur de manioc. Le Nigeria produit au moins 50 millions de tonnes par an. Donc, si nous aussi, on commence à faire du manioc, notre chasse gardée, à produire massivement le manioc, ben c'est normal qu'on fasse du protectionnisme. Ce n'est pas pour rien qu'eux, ici, ils font du protectionnisme sur leur culture. Ils vont faire du protectionnisme sur la pomme de terre, protectionnisme sur le blé. Les Asiatiques vont faire le protectionnisme sur le riz. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, M. Pougala voulait venir nous ramener le tournesol et le colza. Le tournesol et le colza, c'est la chasse gardée des Occidentaux ici. C'est la propriété intellectuelle des multinationales occidentales. M. Pougala dit qu'on a bloqué que son tournesol, que le Cameroun ne veut pas qu'on produise le tournesol. Non. Il y a des gens au Cameroun qui produisent le tournesol. Mais le problème est que M. Pougala, est-ce qu'il a apporté une certification? Les semences n'entrent pas comme ça, c'est-à-dire que dans un pays, il faut que tes semences soient certifiées. Parce qu'il faut aussi comprendre que tu peux nous ramener des semences où on ne connaît pas la provenance. Ça peut être des semences souillées, ça peut être des semences OGM qui viendront contaminer, c'est-à-dire que nos souches locales, qui viendront stériliser, c'est-à-dire que toutes les variétés que nous avons sur le territoire. C'est tout à fait normal qu'un pays sérieux bloque ça. Et comprendre, je dis que, comme je dis, l'alimentation, c'est-à-dire que c'est les États qui doivent contrôler ça. C'est nos États qui devraient développer la science sur les semences. La science, c'est-à-dire que sur notre agriculture. On ne devrait pas laisser ça aux compagnies et aux multinationales privées aujourd'hui pour qu'on devienne dépendant avec d'eux. Donc c'est normal qu'un État normal se mette à avoir un droit de regard sur les semences qu'il y a. Parce que tu ne peux pas ramener les semences ici en Occident et entrer n'importe comment. Ils vont bloquer. C'est tout à fait normal. Donc, M. Pougala là derrière, je ne vois pas pourquoi il vient incriminer le manioc. Mais tu comprends ici que lorsqu'il vient dire que le manioc c'est un poison, ben, il vient jouer sur l'émotion des Africains. J'ai dit toutes les cultures sont toxiques. Toutes les cultures dégagent de la toxicité. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on consomme ces cultures? Quel est le degré de maturité de la culture? Quelle est la quantité qu'on mange? Parce que quand on dit 3 mg de cyanure dans 1 kg de manioc, qui peut manger 1 kg de manioc? Et surtout 1 kg de manioc cru. Et il y a encore 1 kg de manioc de variété industrielle crue. Qui peut manger 1 kg de manioc cru? Vous voyez que c'est dans l'ordre du fantasme. Mais maintenant, si on veut venir abrutir une population, on va dire le manioc contient le poison, que c'est les blancs, et on est dans la théorie du complot. Voilà. C'est les mêmes études. C'est la même science, faite par les mêmes blancs.
Ou aussi, ils disent que la pomme de terre est toxique. La pomme de terre contient de la solanine. Et que la solanine, même quand la pomme de terre est bouillie, et même quand la pomme de terre est frite, la solanine ne disparaît pas. Contrairement au cyanure qui disparaît dans le manioc cuit et le manioc transformé. C'est de la science, les gars. Quand on veut vous enfumer, on va venir faire la théorie du complot. Et il n'y a aucun complot, c'est la science. Les Blancs, dans les années 1800, je vous ai dit, n'ont pas pu consommer le manioc parce que le manioc ne peut pas produire ici. Et d'autres personnes ont dit que non, mais pourquoi les Blancs consomment le cacao alors qu'ils ne produisent pas le cacao? Pourquoi ils consomment le café alors qu'ils ne produisent pas le café? Pourquoi ils consomment la banane alors qu'ils ne produisent pas la banane? Mais je voudrais aussi expliquer que c'est par rapport aux moyens de transport. À l'époque où ils viennent introduire le manioc en Afrique, c'était quoi la navigation? C'était quoi la technologie? C'était quoi les moyens de transport? Est-ce qu'il y avait les avions à l'époque? Est-ce que les bateaux, la navigation était développée comme aujourd'hui? Les bateaux étaient en bois. On mettait combien de temps de l'Afrique en Europe? On mettait combien de temps de l'Amérique du Sud pour l'Europe? Le manioc, c'est une culture qui est périssable. Le manioc, lorsque tu récoltes le manioc, au bout de 3 ou 4 jours, ça se gâte. Donc imagine s'ils avaient des bateaux et qu'il fallait faire comme ça 4 mois ou 5 mois de navigation pour l'Afrique, pour l'Europe. Mais de vous à moi, dans quel état sera le manioc? Et leur bateau, ce n'était pas étanche. L'eau rentrait. Le manioc a horreur que de l'eau. Aujourd'hui, tu es avec la technologie. Les bateaux sont étanches, c'est de la métallurgie, c'est du métal, c'est étanche, c'est costaud, il y a du volume. On peut, voilà, on peut transporter. Et même maintenant, le manioc, on ne peut pas transporter le manioc. Pour les raisons que j'ai dit, c'est fragile. Le peu de manioc qui vient ici, on va faire du paravion. Mais tu peux transporter combien de tonnes? La banane plantée, pareil, je vous l'ai dit, la banane est originaire d'Amérique du Sud, de l'Asie du Sud, la banane. Mais la banane se démocratise ici dans les années 1900. Alors que depuis, au XVIe siècle, ils ont découvert la banane. Au XVIIIe siècle, ce n'est que les notables qui mangeaient parce qu'ils produisaient ça sur serre. La banane ne peut pas être produite ici par rapport au climat. Ils n'ont pas pu transporter la banane tel qu'au XVIIIe siècle par rapport, pareil, moyen de transport. C'est à partir du XIXe siècle que la banane a commencé à se démocratiser sur les tables occidentales parce que le transport s'est développé. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de la théorie du complot, c'est les moyens de transport. Les moyens de transport se modernisant, ça a permis à pouvoir acheminer les choses. Le cacao s'est acheminé dans les années 1800 parce que le cacao, c'est une culture qui n'est pas périssable. Le café est originaire d'Afrique, d'Éthiopie. Ils ont acheminé le café parce que c'est une culture qui n'est pas périssable, c'est facilement transportable. Le cacao est léger, c'est dans les sacs. Le sac de cacao ne pèse pas que des tonnes. Alors que le manioc, ça pèse des tonnes. On te dit qu'un État peut te donner 30 à 55 tonnes. Tu imagines? C'est lourd. Le manioc est encombrant. Alors que le sac de café n'est pas encombrant, le sac de cacao n'est pas encombrant. Et les fèves de café et les fèves de cacao peuvent se conserver, quand c'est sec, 2 ans. C'est ça qui a facilité les transports, en fait, les amis. Zéro théorie du complot. Comprenez en un seul mot que toutes les cultures contiennent de la toxicité. Maintenant, c'est à quel degré de toxicité? Maintenant, quand on commence aussi encore à faire des manipulations, quand tu entends que cette culture, que c'est une plante sélectionnée, c'est une culture améliorée, comprends que c'est de la toxine qu'on ajoute encore. Je t'expliquais qu'une culture qui est verte, une culture qui est arrivée à l'état mature, mais qui n'est pas mûre, contient de la toxine. Donc une tomate arrivée à l'état de maturité, mais qui reste vert, ça contient de la toxine qui est de la solanine. Maintenant, cette tomate-là est verte, elle est dure. Si tu veux rendre ta tomate souple, je veux dire, cette tomate mûre, plus dure, donc plus résistante, rallonger la durée de vie ou la durée de conservation. Ils vont aller prendre le pollen de la tomate verte, ils vont venir rajouter sur le pollen de cette tomate rouge pour pouvoir faire en sorte de modifier les séquences de cette tomate-là, la rendre mûre et dure.
Mais tu vois que c'est de la toxine qu'on met dedans. C'est encore de la science, les gars. C'est pour ça que les vidéos peuvent être longues, parce que je prends le temps de la pédagogie, parce que je prends le temps pour t'expliquer. Donc tu vois là maintenant, si quelqu'un veut juste te manipuler, parce que nous sommes dans un monde de manipulation, s'il veut te manipuler pour ses fins, il va dire, bon, il est professeur, on enlève pas son titre, mais vous m'avez aussi dit qu'il n'est pas professeur. Moi, je reste là-dessus, professeur. Après, si vous avez des preuves là qu'il n'est pas professeur, moi, je ne parle pas sur l'homme. Tu vois, je parle beaucoup plus sur le côté scientifique, le côté agronomique, le côté logique, le côté de la raison, parce que je sais que derrière, il a d'autres raisons. Il a dit que le Cameroun a bloqué ses semences de tournesol et de colza. Donc tu vois que là derrière, il a plutôt que d'autres intérêts. Et ces intérêts-là, généralement, c'est, je vous ai dit qu'on est dans la manipulation. On peut être professeur, ça peut être des médias, ça peut être des influenceurs, ça peut être des politiques. Ces grands groupes, je veux dire, ces multinationales se servent justement des personnes comme ça qui ont autorité de venir manipuler la masse. Parce que quand il dit OMS, même les études d'OMS, c'est-à-dire que peuvent être manipulées. Hein. Si on va dire que dans un coin, c'est-à-dire que perdu, c'est-à-dire que de l'Afrique, il y a de la malnutrition, parce qu'ils mangent le manioc, ben pour sauver que cette population-là, il faut les faire manger que le sorgho. Je veux dire, il faut les faire manger le blé. Il faut les faire manger du maïs. Il faut les faire manger du soja. À qui ça profite? À qui ça va profiter? Si on dit qu'il faut faire manger le blé, il faut faire manger le soja, il faut faire manger le tournesol. À qui ça profite? Ça va profiter aux personnes qui produisent ça ici de façon massive. C'est là qu'on doit utiliser notre cerveau. Je vous ai dit qu'ils ont voulu faire ça avec l'huile de palme. Parce que l'huile de palme, c'est-à-dire que marchait que sur les plates-bandes. Même jusqu'à maintenant, l'huile de palme, c'est l'huile oléagineuse la plus consommée au monde. C'est l'huile la plus... Le panier à huile, c'est l'oléagineux qui produit le plus au monde. Ça produit plus que ça produit plus que le tournesol, le colza, le maïs, avocat, olive et compagnie. Et j'en parle en voiture, en voilà. Et cette huile-là est hautement plébiscitée que dans l'industrie agroalimentaire par rapport à ses qualités organoleptiques et parce que voilà, derrière, c'est une huile qui est naturelle qu'on ne manipule pas assez comparativement aux autres huiles où il faut hydrogéner. Mais le lobbying des autres huiles, tournesol, colza, maïs, ils ont voulu saboter. Pas qu'ils ont voulu, ils ont saboté. Mais c'est passé ici au tribunal, ici en Occident. On a gagné le procès. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Ils vont mettre des ONG comme Greenpeace qui vont aller en Asie du Sud, aller dire que non, c'est parce que quand tu les vois longtemps, ah non, cette huile-là est dangereuse pour la santé, c'est machin. Ils ont fait des campagnes. C'est passé à la télévision, c'est passé dans les chaînes de radio. Ils ont fait des cabales et des cabales. C'est passé au Sénat. Mais c'est une députée qui a eu le courage de dire là à l'hémicycle que, mais voyons un peu, vous voulez taxer l'huile de palme, la tonne à 10 000 €. Parce qu'elle contient tel que là. Parce qu'elle contient, elle est nocive. Entre l'huile de palme et le beurre que vous produisez, qu'est-ce qui est plus nocif? Entre l'huile de palme et la viande que vous mangez, qu'est-ce qui est nocif? Il faut comprendre que la viande et le beurre contient au moins 60% de matières grasses saturées. La viande contient 60% de matières grasses saturées. L'huile de palme rouge que tu vois contient 50% de matières grasses saturées, 50% de matières grasses insaturées. L'huile de palme, c'est les recherches scientifiques. C'est l'huile, c'est-à-dire que cette huile est tellement riche, contient de l'oméga 3, du bêta-carotène. C'est l'huile qui se rapproche que du lait maternel. C'est un antioxydant. L'huile de palme rouge que nous mangeons là. C'est même conseillé de donner une petite cuillerée à soupe aux enfants, c'est-à-dire aux nouveau-nés, pour leur permettre d'avoir de la vitamine A et la vitamine E. Cette députée a posé la question à ses confrères. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Que non, le beurre et la viande, c'est fait partie de notre terroir. Donc vous voyez que c'est une guerre commerciale.
Le beurre et la viande, ça fait partie des terroirs. Non, il faut combattre l'huile de palme. Et comment t'as dit que dans cette industrie de transformation, où ici, tout ce qui mange est transformé, comment est-ce qu'on peut déceler que c'est l'huile de palme? Alors que ici, tu as vu gratin de pommes de terre, tous les plats sont transformés de façon industrielle. Quelle est l'étude qui a pu déceler que c'est uniquement l'huile de palme qui rend les Occidentaux aussi obèses, qui leur donne les maladies cardiovasculaires, qui donne les ceci et les cela. Alors qu'on sait que déjà leur production ici, ils produisent de façon chimique. La transformation, ils ajoutent les colorants, le sucre, les édulcorants. Comment ils peuvent venir dire que c'est... Oui, c'est ça en fait. Comme les Occidentaux ne connaissent pas cette huile, on a fait des radiotrottoirs. Est-ce que vous connaissez l'huile de palme? Non, vous mangez l'huile de palme? Non, l'huile de palme est nocive pour la santé. Vous savez comment c'est cultivé? Non, le palmier à huile, c'est quoi? Non, c'est quoi? Ça se creuse au sol? Non, le palmier à huile, non, on ne sait pas. La population occidentale ne connaît même pas l'arbre qui produit l'huile de palme. Mais ils savent que l'huile de palme est nocive. Vous voyez, la désinformation, c'est dans ce monde que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on a fait pour gagner ce procès haut la main. Tu as des éminents chercheurs, des grands médecins aux États-Unis, Dr. Haas, qui a fait des exposés que l'huile de palme est bénéfique pour la consommation humaine. Qu'on a besoin de consommer de l'huile de palme. Que l'huile de palme contient la bonne matière grasse. Cette matière grasse qui permet de faire fonctionner nos cellules, à faire fonctionner nos organes vitaux. Oui, c'est la science. Cette même science est manipulée par rapport aux intérêts économiques des grands groupes et des grandes multinationales. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que je prends le temps, assez de temps comme ça, pour vous informer. Mais malheureusement, chez nous, c'est que certains vont voir ça. Ah non, Thierry, la vidéo est trop longue. Hein? La vidéo est trop longue. Il faut la faire courte. Je vais la faire courte. Et tu vas aller payer des formations à des millions pour qu'on vienne te dire que le manioc, c'est un poison. Que c'est les Blancs qui sont venus nous empoisonner le manioc alors qu'ils ne mangent pas ça. Pourtant, si tu avais pris la peine d'écouter ce que je partage ici, chers agriculteurs visionnaires, c'est une mine d'or que je partage ici. Mais votre devoir aussi, c'est d'informer vos parents, d'informer votre entourage. Partagez cette vidéo. Ne prenez pas ça et gardez pour vous. Vous comprenez que s'il y a quelqu'un qui paye un prix, c'est moi. Ces informations, je partage depuis 5 ans gratuitement. C'est pour ça que je ne peux pas laisser, lorsqu'il y a des informations erronées, qu'on vienne salir le travail que nous faisons. Parce que certains ont des intérêts comme ça, cachés, qu'ils ne veulent pas dire. Moi, ces informations, je pourrais vous la vendre le premier jour. Lorsque je suis venu vous dire qu'on doit aller produire le manioc, on ne peut pas en train de se battre pour une bonne cause comme ça, qu'on doit aller substituer le manioc, afin de substituer avec le blé ou les céréales, avec les produits que nous consommons, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, les pommes de terre, la patate douce, le sorgho, le mil, afin qu'on puisse être autonome. Mais vous voyez, il y en a qui viennent encore, qui veulent nous tirer vers le bas. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Moi, c'est pour ça que je parle de ça. Je dis, ici, là, tant que ça va concerner l'agronomie, tant que tu as dit que ça vient, c'est pour ça que vous voyez que je ne parle pas des personnes, ou je ne suis pas là quand vous me dites qu'on m'a arnaqué, non, je vous dis ici, les informations que je donne ici, celui qui va aller se faire arnaquer, vraiment, c'est que cette personne n'a rien compris. Tu ne peux pas être là, fidèle sur cette page, et aller te faire arnaquer ailleurs. Moi, comme tu m'as dit, et c'est vous-même qui le dites, tirer les informations que tu donnes ici. Une personne qui n'entreprend pas, non, c'est que la personne a choisi de ne pas entreprendre, mais que c'est de la connaissance plus qu'on donne. Moi, je ne fais pas de la rétention des informations, je vous donne tout. Chacune de mes vidéos, c'est des formations. Je donne tout. Je donne tout. Donc voilà ce que je voulais partager. Et je vous attends encore je vous attends dans les commentaires.
Vous avez été comme ça, nombreux et nombreuses. Je sais que j'ai une communauté de qualité. Vous avez réagi. Vous avez donné votre avis. Plusieurs d'entre vous n'êtes pas d'accord par rapport aux sorties de M. Pougala. Vous voyez que je continue encore à partager là-dessus parce que, vous voyez, le problème ici, c'est l'information. Et dans ce monde de manipulation, il y a énormément de désinformation. Donc, si nous ne sommes pas là à venir que démentir, mais c'est ça qui va rester dans la tête des Africains. Que ah non, le manioc, c'est un poison. Ah, que c'est les Blancs qui ont encore apporté. Et ça va rester comme ça, que c'est les Blancs qui sont venus nous empoisonner avec ça. Sortons de là. Sortons de là. Donc, sur ce, je t'attends comme d'habitude dans les commentaires. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse ton pouce, afin que l'algorithme puisse partager à plus d'entre vous. Partage massivement autour de toi, afin que cette information-là soit connue de tous. Qu'on sorte de la désinformation. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme tu m'as dit, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!